semaine, on découvre un livre qui se passe à Amqui, Geneviève Michaud nous donne des coups de cœur jeux de société pour enfants, on fait la vaisselle avec Marie-André Mathieu, on rit avec 2 suggestions de Christo, jeux de société avec Pascal Saint-Amand, on fait du yoga avec Mélanie Fournier et dans la Matapédia, ça va bien aller! L'anxiété ou le stress sont des moyens que prend notre corps pour réagir face à un danger, ce qui est tout à fait normal dans la situation actuelle liée au COVID-19. Plusieurs changements se bousculent dans nos vies. On ne peut plus recevoir nos enfants pour un repas en famille. On ne peut plus sortir de la maison comme on veut. On ne peut plus rencontrer nos amis comme avant. Pour réduire l'anxiété, nous pouvons reprendre le contrôle de plusieurs choses. Bien manger, bien dormir, bouger et prendre de l'air, garder le contact par téléphone ou Internet avec nos amis et notre famille, se fixer des moments de rencontre réguliers sur Internet, regarder nos émissions préférées, écouter de la musique, lire un bon livre et profiter de notre chez-soi. Pourquoi ne pas se faire une nouvelle routine? Un déjeuner virtuel avec une amie, une soirée cinéma confortablement installée dans nos fauteuils, pop-corn inclus, un rendez-vous téléphonique quotidien avec un membre de la famille ou des amis. Faisons preuve de créativité. Il est important d'être bien informé. Réservons-nous 1 ou 2 moments dans la journée pour regarder ou lire l'actualité. Cela nous permet d'être à jour sur les dernières mesures mises en place. Mais attention à la surcharge d'informations qui peut augmenter inutilement l'anxiété. Trop, c'est comme pas assez. L'important, c'est de prendre soin de soi. Restons positifs et gardons la forme pour l'après-Covid. Bonjour et bienvenue à cette émission Info.tvc, l'hebdomadaire, où vous allez voir des visages que vous connaissez, des chroniqueurs de la Matapédia qui vous parlent des sujets qui les intéressent. Et on commence tout de suite en vous rediffusant une entrevue que Zoé a réalisée plus tôt cette semaine avec Alexandre Michaud, auteur du livre Francis, qui se déroule à Amqui. Alexandre est né à Montréal, mais il connaît bien la vallée de la Matapédia puisque son père est né à Amqui. Puis une grande partie de sa famille, la famille Michaud, vit encore dans le Bas-Saint-Laurent. Bonjour Alexandre! Salut Zoé! Merci de me recevoir. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi d'avoir accepté. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous résumer ton livre? Oui, en fait, je dirais que mon roman, c'est d'abord et avant tout l'histoire d'un pacte entre 2 adolescents qui tourne un peu mal, qui va trop loin, en fait. Le narrateur de mon histoire s'appelle Antoine Lavoie. C'est un ado de 15 ans assez solitaire qui vit à Amqui, en Gaspésie. Son père, c'est un invalide qui est tout le temps au chômage. Sa mère, c'est une dépressive chronique. Donc, il vit un peu dans la pauvreté, mais il s'est élevé dans les livres. Tout ce qu'il connaît de la vie, c'est les livres. Il rêve d'être écrivain, mais il n'y a rien à dire parce qu'il connaît rien au monde qui l'entoure. À la polyvalente, il est presque invisible. Il n'a jamais vraiment socialisé avec personne, mais du jour au lendemain, il y a un incident à l'école qui fait en sorte qu'il devient ami, vraiment un grand ami avec Francis Pigeon, qui est le gars cool de son école, mais qui est aussi un peu délinquant. Puis son nouvel ami, il trouve ça drôle, qu'il veut écrire un roman, donc il lui propose un pacte. Il va lui faire vivre de quoi remplir son roman, des aventures un peu rocambolesques en compagnie de sa bande d'amis. Puis au début, Antoine, il est content parce que ça lui donne des idées pour un roman. Il fait la fête, il fume, il boit, il a du fun avec ses nouveaux amis. Mais les choses vont aller un peu trop loin. Ça dégénère. Oui, c'est ça, parce que Francis, il prend leur pacte un peu trop au sérieux, puis il s'arrange continuellement pour placer sur son chemin des aventures toujours plus dangereuses. Puis c'est comme ça qu'Antoine, qui voulait juste vivre quelques aventures pour s'inspirer en vue d'écrire un roman, se retrouve entraîné malgré lui dans des événements qui sont vraiment au-dessus de son contrôle. Donc, mon roman, je dirais que c'est une histoire sur la dangereuse emprise de la fiction, puis aussi sur les amitiés malsaines, comme on en connaît tous à l'adolescence. Oui. Donc, mais il voulait dire aussi qu'il n'y a pas juste du drame
l'histoire, c'est aussi un prétexte pour présenter toutes sortes de personnages colorés d'Amqui. Je pense qu'il y a beaucoup d'humour dans mon roman, puis il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître, mais c'est quand même gentil, là, c'est pas méchant. Le lancement du livre devait être le 18 mars dernier. À cause de la pandémie, ça a été annulé. Donc, ça a dû un peu affecter les ventes de ton livre. Ouais, en fait, disons que la COVID-19, ça nous est tombé dessus sans qu'on s'y attende. Jusqu'au bout, moi puis mon éditrice, on pensait que mon lancement il pourrait avoir lieu, mais 2 jours avant, mon lancement il était censé avoir lieu le 18, mais les rassemblements de 10 personnes et moins ont été interdits par le Donc, tu as gouvernement. dû annuler. Ouais, la pandémie, ça a vraiment bousillé mon lancement. Puis là, je me suis dit, bon, je ferai un lancement à la sortie de mon deuxième roman où j'organiserai un événement post-COVID après la fin du confinement, mais tout ça pour dire que mon livre est quand même sorti en librairie, mais une semaine plus tard, tous les commerces non essentiels ont dû fermer leurs portes, dont les librairies. Donc, c'était pas l'idéal pour un écrivain inconnu qui publie son premier roman, là. Mais heureusement, même si toutes les librairies du Québec restent fermées pour le moment, on a encore la possibilité de commander des livres en ligne et de se les faire livrer chez nous. Oui, comme sur Donc, le site leslibraires.ca, je crois. Oui, en plein Oui. ça. Donc, si on va sur le site des libraires indépendants du Québec, on peut commander un livre. En fait, vous pouvez commander un livre à la librairie la plus proche de chez vous, puis donc encourager une librairie indépendante de votre région, puis un auteur québécois par la même occasion. Pour Puis- les gens d'Amqui, il y a Checksta. La boutique Checksta, qu'on peut se procurer ton livre. Puis en plus, Ouais, ils puis- livrent à la porte, si je ne me trompe pas. Ouais, ils livrent directement à la porte les librairies, là. Puis je pense que vous pouvez aussi téléphoner directement à la librairie de votre choix ou à la librairie d'Amqui pour commander un livre. En ce moment, les librairies québécoises, ils se battent pour leur survie. Elles ont été obligées de fermer leurs portes durant le confinement, donc on peut les encourager en achetant local, puis encore mieux en achetant des livres écrits par des écrivains québécois. C'est pour ça que l'initiative hashtag Joli Bleu Oui. a vu le jour. Créé Donc- par Nadine Deschenaux. Ouais, exactement. Donc, mon roman français, c'est disponible sur le site des libraires, si vous voulez m'encourager. Juste pour revenir au Joli Bleu, c'est inspiré beaucoup du panier bleu, si je ne me trompe pas. Acheter local, donc lire aussi local, finalement. Ouais, c'est vraiment pour encourager l'économie québécoise, là. Aussi, tu as pu publier finalement ton livre grâce au concours que tu as gagné, prix Robert Clich. Félicitations tout d'abord. Puis, si tu peux nous Merci. expliquer un peu, c'est quoi ce concours? Tu as gagné 10 000 si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. En fait, c'est un concours qui permet à un écrivain qui n'a jamais publié de livre de publier son premier roman chez VLB Éditeur et de gagner une bourse de 10 000 offerte par Québécois Média. Il y avait plus de 200 candidatures, puis ça donne que c'est moi qui ai gagné, là. Donc, Félicitations, c'est vraiment génial. merci. Donc, tu es né à Montréal, mais la famille de ton père, la famille Michaud, vient d'Amqui. Puis c'est vraiment intéressant en lisant le livre parce qu'on se reconnaît à plein d'endroits. Il y a le rang Saint-Guillaume, il y a la Coin-Neige, il y a aussi la polyvalente Armand-Saint-Onge. Puis, je pense que tu parles beaucoup durant le roman des champs Pinot. Les champs Ouais, les Pigeon. gens de la famille Pigeon, en fait. Oui, Ouais. de la famille Pigeon. Si je ne me trompe pas, c'est bien les champs qu'on connaît de la famille Michaud, de ta famille, finalement. Oui, c'est ça. C'est mon grand-père, Roméo, qui avait acheté ces terres-là il y a plus de 50, 60 ans, puis ses 8 enfants les ont héritées. Puis sur ces champs-là, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à jouer avec mes cousins et cousines quand j'étais enfant, là. C'est des lieux qui m'ont vraiment beaucoup inspiré, comme la maison de mon grand-père. Parce que mon grand-père, c'était un conteur qui avait beaucoup d'humour, un humour bien à lui, puis il connaissait toute la ville d'Amqui, puis toute la ville le connaissait parce que son métier, c'était de vendre des œufs, puis ses histoires étaient peuplées de personnages colorés inspirés de la vallée de la Matapédia, puis de la Gaspésie qu'il rencontrait en allant vendre des œufs. Puis lui-même, je trouve, c'était un vrai personnage de roman, un original. Oui. S'il était encore parmi nous, tu sais, je l'imagine faire ses téléphones à tout son monde en apprenant que son petit-fils a publié un roman. Il aurait vraiment été fier, ça, c'est certain. Puis, mais c'est vraiment plaisant pour les gens dans le Bas-Saint-Laurent qui connaissent Amqui. On se sent vraiment comme... On sent Amqui en lisant ton livre, là. Ouais, j'imagine, parce que je me suis vraiment inspiré des lieux, dont c'est le rang Saint-Guillaume, aussi la maison de mon grand-père, en fait, qui était située en haut complètement de la rue Chamberlain. Donc, c'était une maison qui était
dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps. Puis c'était comme en haut de la ville, donc on pouvait voir toute la ville d'Amqui. Puis il y avait sa grange aussi, où il y avait son poulailler. Donc on s'en est fait des peurs là-dedans quand on était enfant. Donc, toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après le cégep, tu as décidé de passer ton année sabbatique finalement à Amqui. Tu as passé 1 an à Amqui. Puis un peu comme j'ai comme eu, parce que je t'ai croisé quelques fois, moi, durant cette année-là, et je te trouvais un peu comme le narrateur Antoine, un peu à l'écart, observateur. J'ai l'impression que le début du livre, finalement, je vois un peu Alexandre, l'auteur, à travers Antoine. Oui, parce que moi je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de sortir de sa routine pour trouver de l'inspiration pour écrire. Puis ça faisait vraiment longtemps que je voulais écrire un roman inspiré d'Amqui parce que c'était quand même une ville qui me fascinait, là. Pourquoi? Parce que c'était une ville qui était associée à mon père, à mon grand-père, à ma famille élargie. Puis je sais pas, ça me fascinait. C'était vraiment différent de la ville. Puis c'était un peu comme mon arbre généalogique, là, cette ville-là. Oui, puis c'est complètement différent de l'enfance que toi, tu as vécu à Montréal. Ton père a eu complètement un autre genre de vie. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vivre à Amqui pendant quelques mois pour m'en inspirer puis vivre mon expérience de vivre en région. Puis surtout que, tu sais, j'avais fini mon cégep, j'avais juste 19 ans, puis je savais pas dans quel programme universitaire aller. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai pris une année sabbatique, puis j'étais un peu indécis, mais j'ai suivi mon intuition, puis c'est là que j'ai pu m'imprégner un peu plus des lieux, puis me sentir comme quelqu'un qui vit à l'année longue. Puis oui, comme tu disais, je suis quelqu'un de très observateur dans la vie, je remarque des détails que personne ne va voir. Donc toutes les expériences que j'ai vécues à Amqui, je les ai assimilées puis digérées pour en faire un roman presque 10 ans plus tard. Les gens Ça que j'ai a porté côtoyés fruit. pendant cette année-là. Comment? Ça a porté fruit, Oui, ton c'est ça. année Mais surtout, sabbatique, oui. oui, ça a été une année bien remplie, puis surtout que les gens que j'ai côtoyés durant mon année à Amqui, autant les jeunes que les vieux, c'était des bons vivants, beaucoup de fêtards là-dedans, puis moi, dans le fond, je me suis laissé entraîner dans ce mode de vie-là pour vivre des expériences comme le narrateur de mon roman. Puis c'est comme ça qu'il m'est arrivé quelques aventures rocambolesques, mais même si je m'inspire de quelques excès que j'ai faits, ça reste de la fiction parce que pour moi, un écrivain, ça s'inspire toujours de la réalité qui l'entoure, mais la fiction qu'il va en faire, ça va être comme un miroir très déformant de la réalité. Ça devient quelque chose de très différent en fin de compte, là. Mais comme tu me disais, les premiers chapitres, tu as vraiment parti de un peu ce que tu as vécu, les gens que tu as rencontrés. Puis après, tu as laissé ça mûrir une petite année. Hein? Tu as laissé ça de côté. Après, tu es revenu et là, tu as fini ton livre, si je ne me trompe pas. Oui, en plein ça. En fait, j'ai écrit les 3-4 premiers chapitres d'un coup en un après-midi à l'été 2015, là. Puis au début, j'avais juste l'idée de l'histoire d'un ado qui se fait des nouveaux amis en faisant un peu la fête avec eux, en foirant comme vous dites à Amqui, là. Puis après, je savais plus trop où je m'en allais avec ça. C'était juste un début de roman, donc j'y ai pas touché pendant 1 an. Mais j'avais quand même eu le feeling que j'avais écrit un bon premier jet. Donc, 1 an plus tard, je m'ennuyais d'écrire, là. J'avais une job que je détestais dans une entreprise de pièges à clics. Puis je me suis mis à retravailler sur ce texte-là pour en faire un vrai roman. C'est là que la vraie fiction est embarquée. J'ai imaginé l'histoire d'un ado solitaire, un peu marginal, qui tombe sous l'emprise de la fiction, puis qui est entraîné dans des événements qui le dépassent. Puis j'ai choisi de camper l'histoire de mon roman à Amqui parce que je connaissais bien la ville, mais aussi parce que je trouvais que ça ferait différent de l'histoire d'un artiste en crise existentielle qui habite sur le plateau Mont-Royal à Montréal, là. Donc, c'est ça, j'ai fait un plan global de 20 chapitres, puis c'est comme ça que le roman a pris forme. Je l'écrivais vraiment à temps perdu parce que je travaillais puis je finissais ma maîtrise en littérature de langue française en même temps. Donc ça a vraiment été un travail de longue haleine. Je l'ai écrit puis réécrit plusieurs fois. J'étais plus capable de le relire, là. Mais en fin de compte, je suis content que ce roman-là aboutit à quelque chose. Je peux dire que c'est mon premier projet d'écriture qui est vraiment abouti. Maintenant, j'ai hâte de travailler sur autre chose. Ton sujet ne sera plus Amqui maintenant. C'est fait. Oui, c'est fait. Ben, en fait, c'était une obsession, écrire sur Amqui. Oui. Puis là, je me suis débarrassé de cette obsession-là, je pense, là.
Bien, merci beaucoup, Alexandre Michaud, jeune écrivain montréalais. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je vous invite à commander son roman, Francis, dans une librairie près de chez vous. Puis, c'est important pendant cette crise, cette pandémie, d'encourager les artistes de chez nous. Puis, en plus, on a du temps pour lire des bons romans. Merci beaucoup, Alexandre. Au revoir. Au revoir. Geneviève Michaud, professeure au primaire et en ce moment maman en confinement, vous fait son top 3 des meilleurs jeux de société à jouer en famille. J'imagine que vous commencez à avoir fait le tour de votre bibliothèque de jeux de société avec vos enfants. Eh bien, on a pour vous des suggestions jeux pour les jeunes enfants avec Geneviève Michaud, maman à la maison en temps de confinement. Bonjour Geneviève! Bonjour Émilie! Ça va toujours bien? Ça va toujours bien. Oui! Geneviève, t'es une animatrice de jeux de société et tu nous as fait une sélection de 3 jeux que tu joues avec tes garçons et ton conjoint aussi pour nous présenter aujourd'hui, pour peut-être nous donner une idée d'un nouveau jeu à acheter. Oui, effectivement, on aime beaucoup les jeux. Ça a été pas facile de faire un choix, mais j'y ai été avec les coups de cœur du moment. OK, parfait. Donc, je commence avec notre premier choix qui est le jeu de Trolls et Dragons. Oui. C'est un jeu de dés, donc toujours très populaire habituellement pour n'importe quel âge. Oui. Donc ça, en partant, c'est intéressant. Le but de ce jeu-là, c'est de ramasser des pépites d'or et des diamants pour gagner une partie. Donc, il y a beaucoup de vitesse qu'il faut être capable d'avoir pour ramasser ces pierres-là. Puis, il y a aussi un peu de chance dans tout ça. Donc, à partir de 7 ans, c'est un petit jeu qui se joue assez rapidement, 20 minutes avant les dodos. C'est un bon moment là, où on peut utiliser ce jeu-là. Donc, une nouveauté pour nous, mais un super coup de cœur, très accessible. Yeah! Donc, ça, c'est notre premier. Oui! Le deuxième choix que j'ai fait, c'est le jeu Santorini. Oui! Le jeu de Santorini, je vais enlever la couverture, puis j'ai juste monté la structure du jeu. En fait, c'est une espèce de petit buton, un petit buton sur lequel il y a des cases. OK. Puis, quand on joue au jeu, on a un petit personnage qui ressemble à celui-là. Oui. Le but du jeu, c'est de se monter des structures qui vont ressembler à ceci. OK. Donc, on s'en va en Grèce, là. On s'en va en Grèce. Donc, le joueur a toujours 2 actions à faire. Se déplacer d'abord sur une case et ensuite faire une construction, un étage à la fois. OK. L'objectif, c'est que le bonhomme puisse aller sur une tour de 3 étages. Ah, OK. Mais il ne peut monter que d'un étage à la fois. Et parfois, parce que tout le monde peut jouer sur les tours des autres, parfois, ils voient leur tour confiné. Oh non! Fait qu'il y a un petit toit, ils ne peuvent plus y aller. Et là, on ne peut plus y aller. Okay. Donc, de la stratégie beaucoup, un jeu pour bloquer les autres. Puis, c'est très intéressant aussi comme petit jeu. Ça se joue assez rapidement. Puis, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que on peut jouer, ça c'est la manière de base. Ouais. Donc, il conseille de jouer quand même quelques fois pour bien comprendre les règles. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des cartes qu'on peut intégrer. Il y a des cartes plus faciles, d'autres à un niveau plus avancé. Okay. Puis, eux amènent différentes consignes qu'on doit respecter quand on joue. Par exemple, au lieu de se déplacer juste une fois, on est obligé de se déplacer 2 fois. Donc, ça amène un challenge supplémentaire. Okay. Donc, on en a pour plusieurs fois à jouer sans avoir les mêmes contraintes. Ah, ça, c'est le fun, ça. Quand on achète un jeu, c'est quand même dispendieux, des jeux comme ça. Oui. Tu sais, on fait le tour vite, c'est plate, là. Fait que là, on en a pour quelques heures de jeu. Quelques heures, puis vu qu'on ne place jamais nos constructions aux mêmes endroits, la partie n'est jamais la même. Ben oui. Donc, à partir de 8 ans, OK. Ça se joue. C'est un jeu qui est quand même un petit peu plus long, mais
qui se joue quand même bien. Là, c'est pas un jeu où on s'installe pendant 1 heure. Ah, OK, parfait. Ouais. Parfait. C'est pas une game de Monopoly qui finit plus. C'est pas un match de Monopoly, non. Et le troisième choix que j'ai fait, Oui. c'est le choix de mon bébé de 3 ans. Alors, vous savez, hein, quand on s'installe avec un jeu de société, il n'y a rien de pire qu'un enfant qui veut jouer puis qui défait un peu le jeu de société. Oui, un plus jeune là, qui veut comme jouer puis Un plus jeune. Oui. Alors, celui-là, c'est au départ son jeu à lui, OK. mais on a beaucoup de plaisir, nous, comme adultes, à jouer, son frère aussi. OK. On l'a déjà apporté en tournoi de hockey. Les amis avec qui on était ont adoré jouer. OK. Hyper simple, mais très intéressant, mais c'est pas nécessairement jeune, c'est le jeu de séquence. OK. Le jeu de séquence, je vais vous montrer seulement la moitié de la planche parce que c'est un jeu là, qui prend quand même de l'espace. Donc, OK. ça, c'est la moitié de la planche. OK. Chaque joueur a un petit sac avec des jetons qui représentent sa couleur et il y a des cartes à piger. Chaque animal qu'on voit est représenté 2 fois sur la planche de jeu. OK. Donc, quand je pige une carte, par exemple, le petit pingouin, ben j'ai 2 choix d'endroits où je pourrais mettre mes jetons, mon jeton. OK. Et mon objectif, c'est d'aller faire une séquence de 4 couleurs. Faire un bingo, dans le fond. De faire un bingo, exactement. Okay. Et les coins, ils sont multicolores. OK. Donc, si moi, là, ma couleur, c'est vert, ben ça peut compter pour un vert. OK. On peut bloquer les gens, bien sûr, en essayant de les empêcher de faire des lignes. Et il y a 2 petites cartes spéciales, les préférées de mon fils. La licorne qui nous dit qu'on peut placer notre jeton là où l'on veut. OK. Et le dragon qui nous permet d'enlever le jeton de quelqu'un d'autre. Oh! On les aime, ceux-là. OK. Donc, un beau jeu, pas trop long, encore une fois, mais à partir de 3 ans, là, quand les enfants sont capables de rester à la table à un certain moment, c'est un énorme coup de cœur pour nous, très plaisant, même quand on est plus vieux. Ben oui, ça a l'air super le fun, puis pas besoin de savoir lire. Fait que, exactement. Ça, c'est Vraiment intéressant. Yes. Hey, ben merci beaucoup, Geneviève, pour ces belles suggestions. Je rappelle aux gens que Check ça livre en ce moment, hein, notre librairie à Amqui, livre dans toute la vallée. Fait que si vous voulez avoir ces jeux-là ou d'autres, allez sur la page Facebook de Check ça, bouquins et curiosités. Vous allez pouvoir faire vos commandes en ligne directement par Virginie. Et je vais faire un petit rappel parce que moi, quand j'achète un jeu de société, je suis pas capable de lire les règlements. Je dois pas être tout seul à pas savoir. C'est bien compliqué. C'est comme monter un meuble pour moi. C'est bien abstrait des règlements de jeu. Quand vous achetez un jeu, vous allez sur YouTube, vous marquez le nom du jeu, puis il vous sort des gens qui jouent des parties qui vous expliquent. C'est merveilleux, ça. Moi, il faut que je vois comment on joue. Tu sais, toi, tu as de la facilité à comprendre les règlements de jeu. Là. Moi, ça me... je comprends pas. Je comprends pas. C'est ma mission chez nous, moi. C'est moi qui ai payé pour ça. Fait que YouTube vient à ma rescousse chez nous. Ben merci beaucoup, Geneviève, pour ces super suggestions jeux. J'espère que ça va vous avoir aidé à la maison. Merci de ton temps, Geneviève. Bonne journée. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci. Marie-André Mathieu nous fait découvrir une façon écologique de faire sa vaisselle. Bonjour Marie-André. Salut. Aujourd'hui, tu nous vas nous montrer tes trucs pour faire, pour laver la vaisselle, mais de façon un peu plus écologique. Oui, puis dans l'écologie, il y a plein d'aspects, puis il y a l'aspect essayer de gaspiller moins d'eau. Parce que dans la Matapédia, on a eu des sécheresses dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens comme nous qui ont un puits qui est un puits de surface, c'est ça. Fait que qu'en temps de sécheresse, ça peut facilement devenir un fait qu'on n'a plus accès à de l'eau ou qu'il faut l'utiliser avec beaucoup de parcimonie pour continuer d'en avoir d'une journée à l'autre. Et que nous, c'est déjà arrivé que le puits vienne à sec. Puis il y a beaucoup de gens dans la vallée que je sais que c'est arrivé. C'est de prendre toutes sortes de petits gestes pour économiser l'eau. Alors, on va commencer avec ta technique. Je vois un bac là, Oui, c'est un truc que j'ai trouvé dans un livre de bibliothèque, là, tendre vers le zéro déchet ou quelque chose comme ça. Puis pour gaspiller le moins d'eau possible. Puis ça a toutes sortes d'avantages aussi là, pour ceux qui n'ont pas de lave-vaisselle ou qui ne l'utilisent pas nécessairement tout le temps. Ça permet aussi à toute la famille de participer à faire la vaisselle.
Fait que le concept, c'est qu'on a un petit bac en plastique comme ça, qu'on laisse dans le lavabo. Et là, chaque personne, après avoir fini son repas, va venir laver ses assiettes, ses ustensiles, toutes les choses qu'il a utilisées. Alors ici, on s'est fabriqué un beau petit... je sais pas comment appeler ça. Une espèce d'éponge. Une espèce d'éponge, mais c'est fabriqué avec les petits sacs en plastique qui enveloppent les agrumes souvent ou les oignons. Des fois, on aimerait ça pouvoir acheter en vrac, mais il y a des périodes où c'est pas facile d'avoir tout en vrac, ou bien des fois, nous, on a beaucoup d'amis qui nous ramènent ces choses-là. Fait qu'en les mettant les uns dans les autres, en faisant des nœuds, ça fait une super belle petite éponge à vaisselle. Puis l'avantage, c'est que vu que c'est troué en plastique, ça sèche super vite, donc il n'y a pas de bactéries qui s'accumulent là-dedans. C'est plus hygiénique que peut-être des barbouillettes ordinaires. Puis ça dure très, très longtemps en plus. Voilà. Alors là, j'ai ma petite débarbouillette comme ça. Il y en a des artisans aussi qui en fabriquent. Ça a été un cadeau de Noël qu'on a reçu qui a été fait par une artisane. Et j'ai mon savon solide. Alors là, il y a des recettes. Là, les gens qui fabriquent des savons, là, ces temps-ci, il y a eu beaucoup de cours dans la Matapédia qui se sont donnés à faire du savon maison. Ils appellent ça des fois les cakes vaisselle. Celui-là, je l'ai eu en cadeau. Puis l'autre que j'utilise, là, celui-là, il n'est pas encore utilisé. Mais c'est vraiment un savon à vaisselle, mais qui est solide. Alors, puis lui, il venait dans un beau petit pot réutilisable. Fait que double utilité, il n'y a aucun déchet qui vient après. Fait que c'est une recette de savon qui est plus fort que du savon à main, mais qui est solide. Alors, j'ai juste à tremper un peu ma petite éponge dans l'eau et je m'en vais chercher un peu de savon comme ça. Et après ça, je vais laver mon assiette comme ça. Et je vais rincer et l'eau de rinçage va tomber dans mon bac blanc. Alors, je vais faire ça avec tous les items qui sont faciles à laver comme ça, ceux qui sont pas trop tachés. Et là, s'il y a un moment dans la journée où je cuisine, j'ai moins le temps de laver tout au fur et à mesure, ou bien que je retrouve des choses qui sont peut-être plus collées, plus difficiles à laver, je vais juste les laisser dans le bac. Et là, quand viendra le temps de laver la vaisselle, il va avoir trempé assez longtemps pour être facile à décoller. À ce moment-là, quand arrive le temps de faire une plus grosse vaisselle, parce qu'on a fait le souper avec les chaudrons et tout, là, je peux vider mon eau de trempage qui va être rendu assez sale, là, rendu au midi ou à la fin de la journée. Je le vide et là, je remplis d'eau à vaisselle propre et chaude avec du savon. Et là, je vais laver ma vaisselle. Et je peux garder l'eau de vaisselle pour faire tremper la même chose jusqu'à la prochaine vaisselle. Ça permet aussi de libérer, comme nous, on a juste un lavabo. Fait que des fois, j'ai besoin du lavabo pour laver des légumes, la salade, n'importe quoi. Fait que je peux enlever le bac et mon lavabo est libre en tout temps. Super pratique, ça. Oui. Il y avait un autre truc aussi que je voulais donner par rapport à laver le plancher. Fait que c'est une recette très, 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 très simple. 1/4 de tasse de vinaigre et 4 litres d'eau tiède. Ça ne sert à rien d'acheter des savons à plancher très chimiques et très chers et après ça, on jette tout le temps les bouteilles et ça vient polluant. Puis tous ces produits-là qui sont très, très puissants à décrasser et qui sont vendus, on paye pour la promotion, on paye pour plein d'aspects, puis c'est pas très bon pour la santé, là. On les respire. J'ai vu une étude dernièrement que les gens qui font plus de ménage ont plus souvent le cancer. Je sais pas si c'était des sources très, très fiables, mais en tout cas, j'aime mieux pas prendre de risques. Ici, on a un petit lapin, on a les enfants, fait que vaut mieux laver avec du vinaigre, ça déloge très bien la saleté. Ça fait une bonne job, puis c'est facile à avoir dans le garde-manger en tout temps. Puis j'imagine, si on veut que ça sente bon, on utilise le vinaigre d'agrumes que tu nous as présenté dans une dernière capsule. Tremper les agrumes pendant 3 semaines dans un pot réutilisé en vitre. Après ça, on réutilise ce vinaigre-là et là, ça sent super bon. Merci, Marie-André, de faciliter notre quotidien. Ça fait plaisir. Christo vous suggère 2 comédies à écouter pour se changer les idées. Bonjour, ici Christo, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Ces temps-ci, avec tout ce qui se passe, on a beaucoup plus de temps de lousse. C'est pourquoi qu'à chaque semaine, je vous parle de films et de séries télé à écouter. Cette semaine, je vais vous parler de 2 films de comédie américaine qui sont disponibles sur la plateforme de streaming Netflix. Alors, on commence avec le premier film, Tag. C'est un film américain de comédie réalisé par Jeff Tomsic. C'est l'histoire d'un groupe d'ennemis qui, depuis 30 ans,
à tous les mois de mai, joue à un jeu de la tag. Susan, acceptez-vous de prendre Jerry pour époux? C'est quoi la différence entre un épiscopalien et un luthérien? Les épiscopaliens ne mangent pas de poisson. Toi, tu parles des pesquétariens, c'est pas un groupe religieux, ça. Ce sont des fanatiques, de toute façon. Vous pouvez embrasser la mariée. Approche. Je t'aime, chérie. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ici? On est un groupe d'amis qui joue la même partie de tag depuis 30 ans. Quoi? Chaque année, pendant tout le mois de mai, on joue à la tag. Ah, les couilles, ça compte pas! On peut être tagué n'importe où, n'importe quand. Félicitations, mon vieux, c'est à toi. Courage, Anna! Notre ami Jerry, c'est le meilleur de tous les temps. Et il souhaite prendre sa retraite. Jamais tagué. Sans me vanter. Qui a la tag? Cette année, on tag Jerry. Je dirais que ce qui est le plus intéressant avec ce film-là, c'est le fait que ça soit basé sur des faits réels. Et oui, ce groupe d'amis-là a vraiment déjà existé. Ils jouaient vraiment à la tag. Je crois que c'était aussi pendant le mois de mai, ça je pense que c'est véridique. On dirait que ça rend le film encore plus touchant et encore plus drôle, justement parce que c'est inspiré sur un vrai groupe d'amis. Aussi, ce qui est vraiment intéressant avec ce film-là, c'est que c'est un film qui prône l'amitié immortelle. En gros, ce groupe d'amis-là, ben, ils jouent à ce jeu-là depuis 30 ans, justement pour rester en contact, rester amis. Donc, je trouve que ce film-là passe un très très beau message sur l'amitié. Et bien entendu, c'est un film américain, donc bien entendu, il y a des scènes où l'humour est juste excellente. On dirait que l'humour américain, ça a son petit grain de sel particulier. Justement, on dirait que ça part tout le temps sur des situations encore plus folles que ce qu'on pourrait voir dans d'autres styles de films d'humour. Il croit qu'il m'a pris par surprise. Cette fois, je l'ai vraiment pris par surprise. Du café à la noisette, quel genre de mauviette boit cette merde-là? On continue avec un autre film disponible sur Netflix, Comment tuer son boss. C'est lui aussi un film de comédie américaine, mais ici un peu plus humour noir, réalisé par Seth Gordon. Ça raconte l'histoire de trois amis qui ont chacun un boss différent et ils n'aiment pas leur boss pour diverses raisons. Donc, ils décident de les éliminer, de les tuer pour plus qu'ils soient dans leur vie et pour que leur vie professionnelle soit améliorée. Je crois que je peux vous aider, les gars. Vous êtes dans cette branche? Nick ta mère Jones. Votre vrai prénom, c'est Nick ta mère? Mon vrai nom, c'est Dean. Dean Jones, c'est le même nom que l'acteur dans Un amour de coccinelle. Mais il doit pas connaître. Je sais qui c'est, bouffe con. Mais je peux pas circuler dans ce putain de quartier avec ce nom Disney débile. Chacun de nous a un boss. Vous êtes mon petit chien. Tu me sors ta quéquette d'elle. Ce serait mieux si nos patrons pouvaient... En quelque sorte, qu'ils disparaissent. Voilà. Tuer. Vous en voulez? Rien pour vous? Il est 8h15 du matin, je ne suis pas alcoolique. Je ne l'ai accepté que parce que j'ai cru que vous alliez en boire un. Vous l'avez accepté parce que vous croyez que j'allais en boire un? Je cherchais juste à être poli. Et alors si je me trempais les couilles dans du miel et de la noix de coco râpée, vous le feriez aussi? Petit fait intéressant, ce film a rapporté près de 214 millions de dollars. C'est presque le meilleur film d'humour noir de tous les temps. Il n'a pas réussi à se classer, mais il était très très près avec d'autres films. C'est un film rempli de rebondissements. C'est fou comment on dirait que c'est un film qui... Tu crois qu'il pourrait pas arriver pire ou autre, et ce pire arrive. Ça fait vraiment film hyper américain avec le rêve américain où tout ce qui arrive dans ce film ne pourrait pas arriver dans ma vie, et je pense que c'est ça qui rend le film encore plus tordant, encore plus drôle. Et justement, on en arrive à l'humour. C'est vraiment un film qui est un humour de situation, c'est vraiment une comédie de situation. Comme je disais, des situations qui ne font que monter et qui sont juste complètement folles, mais aussi des dialogues entre les comédiens qui sont juste
trop parfait, trop tordant, trop drôle et qui rend les situations encore plus drôles. C'est comme si les situations puis les dialogues faisaient un tout, en ne formaient qu'un, qui fait en sorte que ce film est juste trop parfait en termes de film de comédie. D'abord, je l'ai surveillée, d'accord? Elle se fait un petit tanka, une sucette, puis une banane, et finalement, un hot dog. T'as couché avec elle? T'as pris les aliments phalliques comme une invitation à baiser? Non, j'ai pris son invitation à baiser comme une invitation à baiser. Alors voilà, c'était tout pour cette chronique. Je vous souhaite une bonne semaine. Ciao! Encore une fois, cette semaine, on retrouve Pascal Saint-Amand et ses suggestions jeux de société. Il nous présente ses coups de cœur. Puis, t'avais des coups de cœur? T'avais-tu des coups de cœur à nous montrer? 3 coups de cœur que je veux vous montrer rapidement. Oui. C'est des jeux qu'on sort souvent, moi et ma blonde, surtout le dernier dont je vais vous parler. Oh! Mangrovia. Oui. Dans Mangrovia, pour faire une histoire courte, on va aller placer un placement d'ouvrier pour nous permettre de faire des actions. Ces actions-là vont nous permettre d'aller sur une planche de jeu commune où il y a différents types de pointages, des majorités, des pointages progressifs qui sont de plus en plus payants, plus il y a de joueurs qui y vont, différentes autres choses. Donc, on va aller sur le plateau pour choisir nos actions qui vont ensuite nous permettre d'aller plus loin sur le plateau commun. C'est tordu, on choisit toujours 2 actions à la fois. Donc, on fait le tour d'un petit lagon comme ça. On place notre choix d'action, on fait l'action en premier. Après ça, on continue à faire le tour, puis on fait une autre action de l'autre côté. Ce qui fait qu'il faut prévoir on choisit 2 actions en même temps, mais qu'on ne fera pas... En même temps. Comment je peux dire ça? Qu'on ne fera pas en même temps, c'est-à-dire que les autres joueurs vont intervenir entre tes 2 actions à toi. Entre nos 2 actions. Fait que ça peut bugger un petit peu les choses. Il y a un nombre de cartes limité. Il faut toujours payer quand on va accéder, prendre possession d'un territoire sur le plateau commun. Super le fun, assez accessible. Les parties sont... Vous voyez, c'est marqué 60 à 90 minutes sur la boîte pour les parties. Je pense que c'est un peu du délire. Une fois qu'on maîtrise ce jeu-là, en 30-40 minutes, on est capable de jouer. Donc, Mangrovia, super le fun. C'est pas une nouveauté, mais c'est un jeu qui est vraiment agréable. Dragon Castle, un jeu d'un type différent que ceux que je viens de présenter. Ça fait penser un petit peu à Mahjong, c'est-à-dire les tuiles sont un peu comme des tuiles de Mahjong. Il va y avoir un palais au milieu qui est construit de différentes briques, mais qui est en décrépitude. Il faut déconstruire le palais, brique par brique, et chaque joueur le reconstruit ou s'en reconstruit un nouveau devant soi sur son propre territoire. Sur chacune des tuiles, non, c'est à l'envers, en tout cas, il y a un petit motif. Ces petits motifs-là valent pas la même chose. On va aller les chercher, on va les remettre sur notre château, on va l'assembler pour essayer de faire le maximum de points. Donc, il faut être attentif à ce qu'on va aller chercher au milieu, puis à comment on va le reconstruire sur notre plateau pour essayer de maximiser son pointage. C'est un jeu qui est super simple, mais qui est dur à maîtriser. On ramasse du stock, après ça, on vient pour le construire, on se dit « Merde, j'ai mal placé mes tuiles, ça va me donner moins de points, j'aurais dû le faire comme ça, j'aurais dû prendre telle couleur au lieu de telle autre. » Puis c'est le fun de construire puis déconstruire des affaires. On manipule avec nos mains, on bâtit le château, on débâtit d'autres. Fait que c'est un jeu de manipulation. J'ai l'impression que aussitôt que la game finit, t'as envie d'en rejoindre un autre, là. Oui, puis en plus, on peut bâtir le château du milieu de différentes façons. Puis la façon qu'il est construit, ça change un peu le niveau de difficulté, parce qu'évidemment, on peut pas aller chercher les briques du bas avant d'être allé chercher celles du haut. On peut pas aller chercher n'importe comment, on peut pas tout débâtir. Faut y aller. Il y a une façon d'aller chercher les briques au milieu qui est restrictive aussi. Donc, c'est vraiment le fun. C'est un peu un jeu de type casse-tête, si on peut dire. Puis le dernier, qui est définitivement le jeu qu'on sort le plus souvent à la maison, Seven Wonders, qui est un classique, autant que Call of Catan, autant que Carcassonne, autant qu'Aventurier du Rail. C'est un jeu de construction d'empire où on va aller chercher des cartes de plein de types qui valent des points de plein de façons qu'on va placer dans notre empire. Ça reprend la mécanique de draft dont je vous ai parlé tantôt, c'est-à-dire qu'on a des cartes, on en garde une, on les passe au voisin qui choisit comme ça. Notre empire grossit de tour en tour, c'est-à-dire qu'on garde des choses qu'on a placées, ça va continuer à grimper. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un jeu, quand tout le monde le maîtrise, c'est un jeu où tout le monde joue en même temps. On prend des cartes, on en choisit une, on donne le paquet au voisin, on joue notre carte, on ramasse le paquet, on en reprend une, ça va super vite. Même à plusieurs joueurs, si les gens le maîtrisent, ça prend pas plus qu'une demi-heure jouer à ça.
Il y a une variété de cartes qui fait que c'est toujours différent. Pour une partie, on va faire des monuments qui donnent juste des points de victoire. La partie d'après, on va faire des points scientifiques qui sont un peu en différents types de sciences qui ont une valeur exponentielle. On va construire des merveilles qui vont nous donner plus d'argent pour aller construire plus de choses. C'est un jeu complexe qui se joue rapidement. Il y a plein d'extensions qui nous permettent d'ajouter des variantes aussi au jeu. Vraiment, Seven Wonders, c'est un jeu dont on se fatigue pas. Il se joue mieux à partir de 3 joueurs, mais on l'a essayé à 2. Puis autrement que, il y a un joueur, moi je faisais ça, un joueur fantôme qu'on utilise à 2 joueurs, mais c'est pas si pire quand même à 2. Mais c'est vraiment à 3 et plus que ce jeu-là prend tout son sens. Donc Seven Wonders, c'est vraiment cool. Puis j'aurais peut-être dû le dire en introduction, on est en période de crise, de confinement. Oui. Il y a des jeux disponibles encore dans la Matapédia. Ben oui. Les détaillants de jeux dans la Matapédia sont encore en opération, même s'ils n'ont plus les portes ouvertes, peuvent livrer des jeux, peuvent vous dire s'ils ont ou pas en inventaire certains des jeux que j'ai présentés, mais plein d'autres jeux aussi. N'hésitez pas à les contacter. Puis s'ils n'ont pas en inventaire ce que vous cherchez, prenez une chance. Oui. Vous pouvez dire à la personne, j'ai un budget de temps, on est tant de joueurs, on n'aime pas ça quand les games durent 2 heures, as-tu quelque chose à nous suggérer? C'est ça. Puis prenez une chance parce que des jeux vraiment plates qu'on a envie juste de mettre au vidange après, ça existe à peu près pas. Non. Tous les jeux ont quelque chose de le fun. Suffit de trouver des bons jeux adaptés à nous. Puis à part dans les gros jeux compliqués, là, des jeux accessibles puis des jeux de moyenne difficulté, c'est le fun pour tout le monde. Tout le monde va y trouver son compte dans ces jeux-là. Des fois, c'est des jeux plus complexes où on va arriver avec des affaires trop lourdes, des mécaniques qu'on n'aime pas, puis qu'on va se dire, celui-là, je le joue moins. Dans les jeux simples, faciles, familiaux, vous allez trouver quelque chose pour vous, certains. Donc, n'hésitez pas, découvrez les jeux, contactez vos magasins de jeux locaux, puis faites-vous livrer des jeux pendant que vous êtes confinés. Puis quand les portes réouvriront, allez voir les collections de jeux de ces boutiques-là, allez magasiner, allez tester des choses, allez faire des découvertes. Il sort des centaines, si ce n'est pas des milliers de jeux de société par année. Ah oui, hein? Il y en a à découvrir à l'infini. Donc, lâchez-vous là-dedans. Ben merci Pascal pour ces belles découvertes. Moi, j'en connaissais 2 dans tout ce que tu nous as montré. Fait que je cours de ce pas faire une commande au téléphone chez Checksa. Merci beaucoup Pascal de toutes ces belles découvertes puis de ton temps ce matin pour nous montrer tous ces beaux jeux. Ça fait plaisir. Merci. Toute l'équipe a pensé que ça serait super intéressant pour moi de faire du yoga. Alors, je suis allée chercher la meilleure de la Matapédia et je vous l'offre aussi, Mélanie Fournier. Bonjour tout le monde, alors c'est avec grand plaisir que je suis avec vous cette semaine pour vous proposer une petite séance de yoga toute simple et adaptée à notre ère de télétravail. Tout ce que vous avez besoin, votre chaise de travail ou une chaise de cuisine va faire parfaitement l'affaire également. Vous allez devoir vous asseoir en assise sur le rebord de votre chaise afin que vos 2 pieds soient parfaitement en contact avec le plancher. On va simplement débuter ici avec 3 petites respirations pour d'abord et avant tout nous déposer. Apportez la main droite au bas du ventre et la main gauche au niveau de votre thorax. Et d'ici maintenant, fermez les 2 yeux. Vous allez maintenant porter votre attention ici complètement dans votre respiration. Et on va faire ensemble 3 belles et profondes respirations. Inspire profondément en essayant d'aller chercher même l'air jusque dans le bas du ventre. Inspire et expire tout doucement en évacuant complètement tout l'air contenu dans les poumons, dans la cage. Inspire à une 2e reprise en imaginant que le ventre se gonfle comme un ballon. Et expire complètement comme si ce même ballon se dégonflait. Et dernière respiration, inspire cette fois-ci en imaginant inspirer le bonheur, la paix, l'équilibre. Et expire en imaginant évacuer la tension, le stress et la fatigue. Relâche les 2 mains, apporte la main droite et la main gauche de chaque côté. Inspire maintenant en apportant la main gauche vers le ciel et expire en courbant le corps sur le côté droit. En imaginant également que les mains voudraient aller toucher au plancher sur le côté. Assure-toi de laisser les 2 fessiers bien déposés sur la chaise. Et viens ressentir tout l'étirement en poussant peut-être sur le côté gauche
avec la cage thoracique vers le ciel. À la prochaine inspiration, soulève le bras gauche et ramène à l'expiration le bras gauche sur le côté. Inspire tout en fluidité, monte le bras droit vers le ciel. Expire, bascule maintenant sur la gauche. Bout des doigts de la main gauche qui tente d'aller frôler le plancher. Et respire ici, encore quelques respirations en venant imaginer que chacune de vos côtes ici se distance les unes des autres pour apporter davantage d'espace dans votre corps. Augmenter l'amplitude de la respiration. À la prochaine inspiration, soulève le bras droit et expire en ramenant le bras droit sur le côté. Ramène les deux mains sur tes genoux et d'ici inspire en ouvrant la poitrine, en apportant les mains vers l'arrière. Expire, ramène les deux mains sur les genoux et en poussant, pressant le dos vers l'arrière. Ramène le menton vers la poitrine. Inspire pour une deuxième fois en ouvrant et en regardant vers le ciel sans trop casser la nuque vers l'arrière. Expire, ramène et pousse le dos vers l'arrière comme un chat qui s'étire le matin. Et expire, dernière fois, les bras grands ouverts. Prête à accueillir tout ce qui se présente sur ta route cette semaine. Et expire, ramène tout en douceur en poussant le dos vers l'arrière, les mains sur les genoux. Et inspire, redresse le dos, neutre tout simplement. D'ici, allonge ta jambe gauche, tire les orteils vers le visage. Toujours en gardant la jambe gauche bien allongée, viens saisir les deux côtés de l'assise de ta chaise. Inspire pour allonger ta colonne et expire en fléchissant vers l'avant, tout en gardant l'appui avec les mains pour garder l'équilibre évidemment. Alors ici, on devrait sentir un bel étirement derrière la jambe gauche. Sentir l'étirement de l'ischio-jambier gauche, toujours en tirant les orteils. Apporte l'attention ici à nouveau dans la respiration. Et on reste ici encore pour 3, pour 2 et pour 1. Inspire, remonte doucement. Ramène le pied gauche au plancher, allonge la jambe droite cette fois-ci, tire les orteils vers le visage. Inspire, allonge complètement la colonne. Et expire, allonge ton corps vers l'avant dans une belle flexion. Tout en essayant de demeurer le dos bien allongé. Et tout en maintenant également l'appui avec les mains sur le rebord de votre chaise. On respire ici pour 3, pour 2 et pour 1. Inspire, on remonte. On dépose le pied droit au plancher. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant en amenant le ventre aux cuisses, la poitrine aux genoux, dépose les mains au plancher, relâche la nuque. Ici, faites quelques nons avec la tête pour venir délier la nuque. Faites quelques oui, parce qu'on accumule beaucoup de tension dans la nuque ces temps-ci à travers l'ordinateur. On peut faire comme des demi-lunes également. Alors, c'est-à-dire en apportant la tête vers la gauche, ramener le menton au milieu, ensuite tourner vers la droite. Et on revient, la tête neutre tout simplement. Inspire, soulève les bras vers le ciel en remontant. Expire, partage les bras de chaque côté et en ramenant les mains de part et d'autre. Vous allez maintenant retourner sur le côté droit de votre chaise, toujours en s'assurant d'avoir les deux pieds bien en appui au plancher. Ici, vous allez inspirer toujours pour bien allonger votre colonne. Et à l'expiration, vous allez tourner le dos, tourner à partir du bas du dos, le milieu et le haut du dos en direction du dossier de votre chaise. Puis une fois que vous avez complété votre torsion, vous allez venir simplement garder la posture en maintenant la chaise ici. La chaise n'est pas là pour forcer la torsion, donc on ne veut pas accentuer, on veut simplement s'aider à maintenir la torsion. Et on pourrait tourner la tête légèrement vers l'épaule droite. Et d'ici, on ramène la tête, on ramène nos épaules, le milieu et le bas du dos. On ramène les pieds vers l'avant et on se tourne vers la gauche cette fois-ci. Alors, les deux pieds au plancher. Inspirez, allongez votre colonne. Expirez du bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et encore une fois que la torsion est complétée, on vient s'aider simplement avec l'appui de la chaise et on tourne la tête en direction de la gauche. Dans la torsion, on vient respirer et on essaie d'imaginer qu'à chacune de nos expirations, on vient relâcher davantage de tension dans notre dos. La torsion va favoriser ici une lubrification de la colonne
et maintenir votre colonne vertébrale en santé. Et c'est ce qu'on veut, évidemment. On ramène la tête, aux épaules, milieu et bas du dos. Et on se ramène ici tout simplement en assise. Alors voilà, c'était la petite séance que je vous propose à faire dans votre mode de télétravail pour cette semaine. Et là-dessus, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis namasté! Vous avez été des dizaines et des dizaines à nous envoyer des vidéos de Ça va bien aller. Merci beaucoup à tous d'avoir participé en si grand nombre. Et voici un montage de tous ces beaux vidéos qui vous donnent plein d'espoir et plein d'ondes positives. Au nom du personnel de la Serve coopérative de solidarité, ça va bien aller. À la cantine sortie, ça va bien aller. Vous allez repartir. Ça va bien aller! En ce moment, on vit quelque chose de gros, mais surtout, faut pas lâcher. On va y arriver, faut juste suivre les directives. Présentement, on est tous chacun de notre bord, mais c'est pour mieux se retrouver plus tard. Et surtout, il ne faut pas oublier, ça va bien aller. Ça va bien aller! Ça va bien aller aujourd'hui. Ça va bien aller. Bonjour, la direction et les employés du métro d'Amqui. On dit tous ensemble, ça va bien aller. Ça va bien aller. Pharmacie Family Prix. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ben oui, ça va bien aller. Hein, Roland? Oui, oui. J'espère, ça va être là, ça va pas. Faites comme nous, restez chez vous. Puis la planète va bien. Puis pour nous, ça va bien aller. Voilà. Le Centre de femmes de la vallée de la Matapédia vous dit de rester chez vous. Et ça va bien aller. 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 Allô tout le monde, c'est Céline à la Saline. Je sais que c'est de plus en plus difficile de suivre les consignes de rester à la maison, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que si on fait tout ça, ça va bien aller. Même si on est en confinement, ça nous empêche pas de faire de la bonne pizza. Ça va bien aller. Salut tout le monde, je pense à vous les amis. J'ai hâte de vous retrouver quand ça va être terminé. Ça va bien aller. Hey gang, ça va bien aller. Ça, c'est pour tous les secondaires 5. Je voulais juste vous dire que même si on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire cette année, c'est pas grave, ça va bien aller. Et surtout, j'espère vraiment qu'on va se revoir dans un avenir assez proche. Ciao! Ça va bien aller. En pleine nature, ça va bien aller. Arrêt au regroupement. Arrêt à la comédie. Ça va bien aller. Mais derrière chaque nuage, il y a toujours le soleil. Lâchez pas, gang, ça va bien aller. Allô tout le monde, c'est Michel Coutu. Je prendrai 5 secondes de votre temps pour vous dire allô et vous dire à quel point vous nous manquez à la salle Jean Cossette. On travaille très fort pour emmener la culture dans votre salle de spectacle. De mon côté, eh bien, je travaille encore. On prend des grandes marches au soleil et on a une Matapédia tout à fait incroyable qui est en train de renaître ce printemps. Donc, faites la même chose. Gardez courage, vous allez voir, ça va bien aller. On se dit à bientôt. Bye. Allô, c'est Charles-Antoine du 99.9 Rouge. Je trouve ça dommage de voir qu'on a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Je vous rappelle un truc très très simple. Tournez ses poignets 7 fois avant de partager quoi que ce soit, avant de répondre n'importe quoi en commentaire sur les réseaux sociaux. Participons plutôt à des belles initiatives comme celle-là. On s'envoie des arcs-en-ciel et on s'envoie des beaux messages d'encouragement. C'est le temps plutôt d'être solidaire en ces temps-ci. Je vous envoie des ondes positives. Ça va bien aller. Bonne journée. C'est le printemps! Sortez dehors, profitez du soleil! Jardiner, planter des arbres, planter des vivaces. Planter des légumes! Puis, ça va bien aller! Prenez soin de la planète, puis elle va prendre soin de nous. Ça va bien aller. Restez positif dans la vie parce qu'il n'y a rien de mieux. Tout moment difficile finit toujours par passer et ça va bien aller. Ça va bien aller. Allô la Matapédia, c'est Caro. Et Marie. Et Toby.
On voulait juste vous dire de pas lâcher. Quoi? Ça va bien aller. On lâche pas la gang dans la Matapédia. Ça va bien aller! Je ne sais pas si j'ai été en contact avec une personne contaminée. J'ai le nez qui coule, j'éternue. Est-ce que c'est un rhume, une allergie ou c'est le COVID-19? Je me sens de plus en plus anxieuse. Qu'est-ce que je peux faire pour me calmer? Il faut savoir que l'anxiété ou le stress sont des moyens que prend notre corps pour nous permettre de réagir face à un danger. En fait, l'absence de peur pourrait amener un déni de la situation et de la négligence dans le respect des consignes de santé publique. Mais la peur peut aussi nous envahir et peut nous paralyser. Dans une telle situation, il s'agit d'agir pour trouver un bon équilibre, une juste peur. Pour y arriver, le respect des consignes est un des meilleurs moyens. Cela vous protège et protège aussi les autres. Bien se laver les mains fréquemment. Éternuer dans son coude. Ne pas se toucher le visage. Jeter ses papiers mouchoirs à la poubelle. Laver les surfaces et les objets utilitaires à l'eau savonneuse. Garder une distance d'au moins 2 mètres des autres personnes. Rester chez soi pour limiter la contamination. Et voilà, c'est ce qui complète notre émission de cette semaine d'Info.tvc, l'hebdomadaire. Je vous invite à ne pas manquer sur nos ondes la partie 2, héritage de M. Pascal Plante. Et aussi, cette semaine, nous avons l'épisode 2 du podcast Entre elles, avec comme invité Christina Michaud. Ne manquez pas aussi du mardi au vendredi Info.tvc en direct pour avoir toute l'actualité matapédienne dans cette période de COVID. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine! Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.